je m'inscris dans la continuité avec Michel et je vais, moi, faire un focus sur la Suède, pays nordique fortement, qui intéresse fortement la France en ce moment. Un petit mot sur ce contexte suédois. La Suède, c'est 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 6 fois moins qu'en France, 20% de plus de 65 et 8,5% de plus de 75 ans. Bon, on est un petit peu au-delà de la moyenne européenne. C'est un pays qui va faire face à un vieillissement important, vous allez le voir, mais qui a en même temps une bonne natalité, 1,9 comme la France. Une espérance de vie à la naissance de 81 et 84 ans pour les femmes, et surtout des années de vie en bonne santé à l'âge de 65 qui sont de 16,8 années pour les femmes et 15 pour les hommes. Ça vous amène, si je calcule bien, à plus de 80 ans. Ou moyenne de vie en bonne santé. Un PIB par habitant de 44 000 $, à peu près 44 000 €, et des dépenses de santé de 11,9 du PIB, c'est-à-dire à peu près ce qui se passe en France. La Suède est particulièrement une société inclusive et solidaire dans un contexte décentralisé. Donc voilà, en résumant très vite, on a un contexte décentralisé, on a une volonté d'être inclusif et solidaire. Et pourquoi ? Parce que c'est une société qui conjugue le consentement à l'impôt et l'efficacité de l'action publique. Donc, comme l'a dit Michel tout à l'heure, la responsabilité des personnes dépendantes relève de la municipalité. Et ça, c'est depuis 1992. Il y a eu après des lois en 1999 qui reprécisaient le rôle des communes, mais ce sont les communes qui sont responsables de la prise en charge des personnes âgées, notamment de la dépendance. Ce sont les comtés qui sont en charge de la santé, par contre. Le financement est assuré, comme je vous l'ai dit, par l'impôt sur le revenu, avec une imposition à la source et un impôt progressif qui peut varier entre 30 et 50%, voire un peu plus. Une politique de maintien à domicile qui a été très développée dès les années 90. Et ce qui est caractéristique au niveau de la Suède, dans leur approche des besoins des personnes, c'est qu'on ne part pas d'une grille toute faite, on part des besoins de la personne. Et même de manière relativement, je dirais presque illimitée, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des besoins minimaux de la personne, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne peut faire état de certains besoins d'accompagnement, elle peut le réclamer. Ce qui peut commencer à poser problème parce qu'il y en a qui ont très bien compris la chose et il y aurait, je crois, des avocats maintenant qui se spécialiseraient pour essayer de réclamer plus aux communes en partant de ces besoins et du fait qu'ils ne sont pas forcément limités. Enfin, la Suède vient d'adopter une stratégie nationale pour la démence. C'est tout récent. Du coup, la dépendance donc, est essentiellement financée par les communes, mais aussi par la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la commune finance par ses impôts locaux à 85%, après elle a des subventions gouvernementales à 10% et les utilisateurs payent un peu de services. Elle paye essentiellement les dépenses concernant les établissements, l'accueil en établissement et le maintien à domicile. Le maintien à domicile représente 34% des dépenses. On voit que, comme chez nous aussi, la dépense, le maintien en établissement est plus cher, d'autant que quand les personnes âgées sont en maison de retraite en Suède, elles payent une très très petite quote-part. Elles payent l'équivalent de leur loyer. Sinon, les frais de santé sont pris en charge par le comté et tout le reste, vraiment, c'est de l'ordre, c'est plafonné, je crois, de l'ordre de 1800 € par mois. Enfin, non, je dis des bêtises, 180 € par jour. Voilà, donc je n'ai pas fait le calcul sur 30 jours, mais c'est pas le coût des maisons de retraite en France. Au-delà de 20 heures de soutien, la commune passe la main à la sécurité sociale.
pour des raisons de ne pas étrangler certaines communes et de ne pas les rendre trop dépendantes de leur démographie, c'est la sécurité sociale qui prend en charge au-delà de 20 heures de soutien. On constate, comme l'a dit Michel, une délégation au secteur privé, puisqu'on a décidé en Suède que même si c'est les communes qui sont responsables et de l'éducation et de la dépendance aux personnes, etc., elles peuvent choisir d'avoir un opérateur public ou un opérateur privé, ou les deux. En fait, il y a les deux et les gens peuvent choisir. Donc vous voyez dans le diagramme à droite que les personnes âgées, ça représente 19% des dépenses des communes et les personnes handicapées, 11%. Donc 30% vont à la prise en charge de la dépendance. Les services aux personnes âgées, on en parlait tout à l'heure. Là, vous avez un petit graphique qui est en pourcentage de personnes âgées qui bénéficient de services, de personnes âgées de plus de 65 ans. Donc on voit que les personnes âgées qui étaient en 9,1% à avoir des soins à domicile, bon, entre 2010 et 2015, sont passés de 9,1 à 8,5. Ce n'est pas une grosse différence compte tenu de l'évolution démographique, mais vous verrez par ailleurs que pendant ce temps-là, les aidants ont progressé. Et pour ce qui est du logement, c'est-à-dire des personnes âgées hébergées en logement collectif, ce qu'on appelle du logement particulier, on était à 5% en 2010, on est passé à 4,2% en 2015. Après, vous avez ce qu'on appelle les logements de courte durée ou les activités de jour qui représentent très peu, 0,7%. Les logements de courte durée, c'est assez particulier pour la Suède. C'est-à-dire que quand une personne âgée va à l'hôpital, on a beaucoup réduit les durées de séjour à l'hôpital et on a considéré que les personnes âgées ne devaient pas non plus trop rester à l'hôpital parce que c'est pas forcément très bon pour elles. Donc ils ont instauré des logements de courte durée dans lesquels elles reçoivent des soins infirmiers qui peuvent être assez intenses, mais qui sont une intermédiaire entre le retour à domicile et l'hôpital. Voilà. Je continue. Quelques statistiques, 95% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent à domicile et plus de 220 000 d'entre elles avaient une aide à domicile. Vous voyez que c'est quand même pas toutes les personnes âgées qui ont une aide à domicile. Ça rejoint les 8-9% dont je vous parlais tout à l'heure. 40% des personnes âgées vivent seules. 104 000 en logement spécialisé et 23% des plus de 80 ans sont accueillis en établissement. Alors, qui sont les aidants ? Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, alors Michel m'a un peu détrompée parce qu'il dit que la recherche a beaucoup travaillé sur les aidants. Moi, j'ai l'impression que c'est très difficile d'avoir des statistiques sur les aidants. Mais du côté suédois, j'ai retrouvé une enquête qu'avait fait la direction de la santé en 2012. Bon, la définition, c'est à peu près la même peut-être que celle qu'a décrite Michel, mais c'est tous ceux qui procurent une aide pratique et émotionnelle. J'ai bien aimé cette idée-là, que c'est à la fois, c'est aussi du lien social, c'est aussi, c'est pas seulement l'aide à la vie quotidienne. Donc les bénévoles, les volontaires et aux personnes qui souffrent d'une maladie de longue durée et d'un handicap. C'est plus d'une personne sur 5 en Suède, recensée d'après cette enquête, donc 1,3 million de personnes, sur lesquelles 900 000 étaient en emploi. 900 000, c'est 70%. C'est bien au-delà des chiffres français à ma connaissance. La moitié de ces aidants ont entre 45 et 64 et s'occupent de parents âgés. Après, vous avez des aidants plus jeunes qui s'occupent plutôt d'enfants. Très grande variabilité sur l'offre, sur l'aide apportée. 31% des aidants aident tous les jours, 46% au moins une fois par semaine et 23% au moins une fois par mois. Et le volume des soins délivrés passe entre 1 et 10 heures pour 65% des aidants, mais 20% des aidants ont plus de 20 heures par semaine. Vous imaginez que là, la conciliation travail-emploi va être compliquée. Et effectivement, travail et aide, va être compliqué. Donc effectivement, quand on regarde l'impact sur l'emploi et sur les revenus, 3% des aidants qui étaient interrogés dans l'étude ont cessé de travailler et 100 000 ont réduit leurs heures de travail. 40% de ceux qui ont prodigué des soins de plus de 11 heures par semaine ont dû réduire leur temps de travail. Parmi eux, c'est 16% de femmes, 11% d'hommes qui ont ainsi réduit leurs revenus. Et pour ceux qui fournissent l'aide chaque jour, on voit que là,
autant c'est assez équilibré entre hommes et femmes sur la diminution du temps de travail, autant quand la diminution du temps de travail est plus importante, et bien là, on revoit le déséquilibre, beaucoup plus de femmes, 40% de femmes, 32% d'hommes. Je vous expliquerai tout à l'heure, juste après, que en fait, c'est aussi lié aux modalités du financement de l'aide aux aidants, puisqu'elle est plafonnée et elle est calculée sur le montant du salaire. En contrepartie, c'est important de le dire, tous ces aidants, même s'ils ont perdu en termes de revenus, ils disent qu'ils ont une grande satisfaction à voir les personnes qu'ils aident en bonne santé et qui contribuent à leur qualité de vie. Ça, c'est peut-être très nordique, je ne sais pas, mais je pense que ça se retrouve chez tous les aidants. L'accompagnement est, comme disait Michel, extrêmement diversifié. Depuis 2009, il est mieux réglementé en matière de soutien familial par rapport notamment aux certificats que peuvent faire les médecins. Il y a un statut des aidants, ils ont vraiment une reconnaissance. Et surtout, ils ont des congés indemnisés à hauteur de 80% de leur salaire, plafonné certes à 2 700 € par mois, mais pendant 100 jours. Donc ces 100 jours, ils prennent de manière extrêmement diversifiée, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre un quart de jour, un tiers de jour, trois quarts ou 100%. Donc ils peuvent vraiment étaler leurs 100 jours, ça peut leur faire 400 jours s'ils prennent qu'un quart. Et comme vous avez vu que beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'aidants aident moins de 10 heures par semaine, ça peut très très bien se concilier. Chose importante, quand on réduit son temps de travail, comme en Suède, on a un système de retraite dit notionnel, c'est-à-dire que vous avez en retraite de base, la retraite publique, vous allez gagner ce sur quoi vous avez cotisé. Donc si vous êtes à temps partiel, vous vous retrouvez avec des retraites fortement diminuées. C'est comme ça qu'en Suède, actuellement, les femmes ont 30% de retraite en moins que les hommes, dans un pays qui se veut quand même particulièrement féministe, c'est le pays de l'égalité homme-femme. Mais c'est lié au problème du temps partiel et aussi au problème des niveaux de revenus. Donc il y a une compensation par la solidarité nationale du manque à gagner pour la retraite lié à ces jours qui sont rémunérés, mais à 80% du revenu. Autre chose importante, le soutien psychologique et le conseil. Il y a un centre de référence national qui centralise tout le savoir-faire sur les aidants et qui sert de support à la fois aux municipalités et aux aidants et qui travaille évidemment avec les associations et les professionnels. Autre élément important, le droit au répit. Le droit au répit, on l'a dit, à un moment donné, c'est pas le burn-out, c'est tu l'as dit, le burn care, ou je sais plus quoi. Enfin, bref, les aidants n'en peuvent plus. Il faut donc qu'ils aient du répit. Et là, les maisons de retraite, ce qu'ils appellent les maisons spéciales, peuvent assurer une prise en charge des personnes pour permettre aux aidants d'avoir un répit. Enfin, dernier pilier, c'est la protection de l'emploi et l'aménagement des conditions de travail. Vous le savez, la Suède est un pays où le dialogue social fonctionne bien, où les syndicats sont très écoutés et puissants. Et il négocie donc au niveau des conventions collectives le droit à l'aménagement des conditions de travail. Un salarié a le droit de quitter son emploi pour des raisons familiales urgentes et il sera protégé contre le licenciement. L'employeur ne peut pas s'y opposer. Un bilan assez critique, j'ai plus que 5 minutes. Donc, il y a eu un audit qui a été fait par l'équivalent de la Cour des comptes suédoise, qui a été fait en 2014, qui a quand même souligné que l'État a investi beaucoup depuis 1999, 200 millions d'euros, mais qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'en aidant les communes avec ces 200 millions d'euros, en tout cas, il y a une grande diversité dans les réalisations des communes et ils appellent à faire évoluer leurs instruments de contrôle. Il y a une incitation aussi à mieux adapter sécurité sociale et droit du travail pour améliorer le cumul d'un emploi avec l'aide. En effet, bien que le congé soit rémunéré à 80%, sa rémunération
et sa durée reste quand même insuffisante pour faire face aux besoins les plus lourds, ce qui oblige les gens à s'arrêter de travailler. Et enfin, l'amélioration de la qualité des services de santé nature à améliorer le vécu des aidants. Ça, c'est bien ressorti dans les enquêtes qu'ils ont faites. S'il y a un bon service support de professionnels en matière de santé, eh ben, tout va beaucoup mieux pour les aidants, ils peuvent mieux supporter. Je ne fais que confirmer ce qu'a dit Michel tout à l'heure. Donc on a constaté, comme l'a dit aussi Michel, un rôle croissant des aidants. 2010 à 2017, vous voyez l'évolution du nombre d'aidants et de plus en plus de femmes, les femmes sont en bleu. On a quand même augmenté de 53% le nombre d'aidants ayant demandé un soutien. Les femmes sont majoritaires, évidemment 72%. Constat aussi, c'est le développement de l'isolement des personnes âgées. Elles vivent plus vieilles, mais donc on a quand même 40% de personnes isolées. Défi à venir, c'est l'évolution démographique. Elle a été très très forte jusqu'en 2012. Par exemple, vous voyez la ligne marron, j'espère que tout le monde arrive à la voir au fond, c'est la progression des plus de 90 ans. Jusqu'en 2012. Après, vous avez une projection de 2014 à 2046, c'est la ligne pointillée. Vous voyez que ces plus de 90 ans en pointillé marron vont vraiment moins progresser, mais enfin, ils vont quand même continuer à progresser. Ça va donc peser sur les dépenses publiques, ce qui a été déjà évoqué, et ils ont calculé que s'ils laissaient les choses continuer comme ça, il faudrait augmenter les taxes d'environ 13% pour faire face à le besoin d'aide supplémentaire. Ce qui a incité le gouvernement à commencer à dire c'est plus guichet ouvert sur les heures de soutien et sur l'aide, on va commencer à se recentrer sur vraiment les aides à la vie quotidienne. Et donc ça fait bouger un petit peu en ce moment en Suède. Vous voyez quand même que le nombre de jours d'aide, lui, a très progressé. Donc c'est quand même de la dépense supplémentaire, hein, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un report sur les aidants, mais c'est pas totalement un report de charge, puisque les jours sont plus indemnisés. Autre souci qu'ils vont avoir sur les années à venir, c'est le manque de logement qui se fait sentir il y a une assez forte crise du logement en Suède. Et quand même, moi, le constat que je fais, c'est que ce congé indemnisé, c'est 100 jours, c'est bien, mais finalement, ça s'adapte plus aux périodes d'accompagnement, de fin de vie ou d'épisodes de maladies très compliquées que sur la dépendance au long cours. Alors, transposition possible, c'était la question qui m'était posée. On a eu en France la loi d'adaptation au vieillissement qui a reposé un certain nombre de choses, le statut, la valorisation des proches, le temps de répit. On retrouve dans cette loi les éléments fondateurs de l'aide aux aidants que je vous ai décrites, mais pour moi avec quand même plusieurs bémols, c'est-à-dire que l'aide à domicile est moins développée et repose en Suède sur la dynamique des communes. Les incitations du côté du monde du travail sont quand même peu développées en France et je ne sais pas si ça va vraiment progresser. Je vous disais 70% d'actifs en Suède, 39% en France. Alors je ne sais pas si les chiffres tu les confirmes. Et des modalités beaucoup moins diversifiées sur l'aménagement du temps de travail, une moindre attention aux dispositifs de soutien et, à ma connaissance, jusqu'à nouvel ordre, pas de prise en compte d'impact sur la retraite de l'activité du temps que les aidants consacrent aux personnes. Ça rejoint partiellement l'avis du Haut Conseil de la famille, d'enfance et des personnes âgées, qui a été adopté, qui demandait une indemnisation du congé, mais vous allez peut-être y revenir au cours de ce colloque. Et je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai à peu près tenu le délai.